Donc ce soir, je serai votre premier intervenant et je vais vous parler de physique parce que on en a marre de l'informatique et que pour une fois, ça change un peu. Et pourquoi je vous fais ce talk? Ce talk, en fait, je vous le fais parce que la semaine dernière, j'ai reçu un coup de fil paniqué de mon meilleur ami qui m'explique la chose suivante. Genre, je suis dans la panique, j'ai mes deux écrans de voiture de boutique qui ne marchent plus. L'animation était en flash et du coup ça marche plus du tout, je comprends pas. Faut les refaire en HTML5 et mon designer il me dit qu'il comprend pas comment ça marche parce que d'après le SaaS qu'on utilise, on lance une vidéo dans un player en background et un autre programme lance une fenêtre transparente qui lance une animation en HTML5 des aiguilles de l'horloge, un truc atomique, je sais plus de quoi c'est. Et là je lui dis bon allez, c'est bon, calme-toi, respire. Tu parles d'Electron là, Electron JS, le framework qui te permet de transformer n'importe quel site et n'importe quelle web app en application native desktop en 2 minutes pour faire une application hybride. C'est ce dont je vous parle ce soir. Bon, je sais, la blague était très très drôle, mais il fallait bien une petite intro à mon talk. Donc, je suis Jean de Campredon, je suis lead dev chez Ouyassure et je vous ai laissé, comme à mon habitude, de quoi me contacter en deuxième page de mes slides. Mais revenons à Electron. Alors, Electron, faisons un peu d'histoire. C'est pas très vieux. Ça commence en 2013 avec un petit développeur qui travaille pour une toute petite compagnie qui s'appelle GitHub et qui à l'époque est chargé de créer un éditeur cross-platform natif pour desktop qui permet de tourner mieux que tout ce qui existe, donc Sublime, Eclipse, JetBrains et j'en passe. Et donc Cheng Zhao arrive avec Atom qui est basé sur Atom Shell, un framework pour créer des applications natives hybrides à partir de web app. En 2014, Atom et Atom Shell sont licenciés à MIT, donc passent open source. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde pouvait voir les sources, l'exploiter et regarder si c'était intéressant. En 2015, révolution, Atom Shell est renommé Electron. Et ça prend de l'ampleur. Les gens commencent à s'y prendre, à contribuer, à créer, à développer. Résultat, 2016, Electron passe en version 1.0, première version stable. Et les applications créées sous Electron, applications donc natives hybrides, sont acceptées sur le Windows et le Mac Store. Et depuis, il y a quelques grands groupes qui s'y sont mis. Quelques-uns. Slack, Microsoft, Discord, WhatsApp, Facebook, Skype. Grosso modo, toutes les applications que vous utilisez aujourd'hui sur votre Mac, ou la plupart, sont basées sur Electron. Electron, ou des principes qui y ressemblent très fortement. Je prendrai juste l'exemple de Spotify qui marche sur Chromium and Framework, qui est exactement la même chose, mais on en parlera plus tard si vous le voulez bien. Ok, alors Electron, moi je vous dis que c'est un framework qui permet de créer des applications natives hybrides, mais comment ça marche? Electron, en fait, ça se sert de Node. Quand vous lancez une application Electron, elle commence par lancer une application Node. Une application Node qui a accès à une API Electron. Cette API Electron, donc l'application Node, bien entendu, elle a accès à toutes les features natives, puisqu'on est sur Node. Donc Node permet d'éditer des fichiers sur votre ordinateur, de lancer des notifications, de faire tout ce que vous voulez. Et l'application Electron, elle, va vous permettre de créer ce qu'on appelle des processus de rendu. Des processus isolés qui en fait lancent un Chromium qui va faire tourner comme un browser classique une web app, mais une web app un peu trafiquée puisqu'elle aussi a soudain accès aux API Node. Donc super, c'est une web app avec des super pouvoirs qui peut toucher à votre ordinateur. On sent déjà venir le piège. Et en plus de la Node API, elle a accès à la Remote API, qui est une API en fait pour Electron, qui lui permet de communiquer assez librement avec le processus principal. Alors on notera que le processus principal est seul, alors que les processus de rendu peuvent être multiples et distincts. Et en fait, le processus principal aura pour principal rôle de coordonner donc ces processus de rendu.
Alors, on en déduit de ce mode de fonctionnement que Electron, ça permet beaucoup de bonnes choses et beaucoup de mauvaises. Donc on va commencer par les bonnes. D'abord le temps de développement. Puisque c'est cross-platform, puisque vous lancez une web app qui marche dans un Chromium, Chromium qui marche exactement de la même façon sur tous les browsers, puisque c'est en fait Chromium, une fois de plus, browser libre, ce n'est pas Chrome, c'est pas pareil. Mais ça est entretenu par Google, donc c'est eux qui font le travail derrière de faire marcher la chose pareil. Donc votre temps de développement était excessivement réduit, puisque vous développez une fois une app qui marche sur toutes les plateformes. Votre expérience de développement, elle aussi, est améliorée, puisque vous avez accès à tous les tools modernes du développement web qui est en plein essor. Je pense que vos développeurs vont se régaler. Votre maîtrise du cycle de développement, elle aussi, est améliorée, puisque au lieu de shipper une app, vous pouvez simplement shipper du JS comme sur un site, et immédiatement, votre application se verra updatée. Et une amélioration qui peut être contestable, c'est l'uniformisation du design client. C'est-à-dire que votre application ressemblera à la même chose, qu'elle soit sur Windows, Mac ou Linux. Ce qui est plutôt bien. Par contre, on entend bien qu'au niveau performance optimale, c'est pas du joli. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, de base, quelle que soit l'action que je lance, pour tourner, elle a besoin de lancer et un processus Node et un processus dans Chromium. Or, on connaît Chromium, un browser excessivement performant, mais excessivement gourmand. Donc vous aurez déjà une performance minimale qui est pas terrible. Excusez-moi. Voilà. Et ensuite, sur la performance aussi des user interface. Alors, oui, le web a évolué. Oui, Chromium 72 qui est packagé avec Electron 5.0 est absolument génial. Oui, vous pouvez faire de très belles choses. Mais non, vous n'avez pas les performances qui sont égales à du performance native qui, elles, sont au-dessus. Donc ça peut être aussi un point noir si vous avez besoin d'une application qui a des performances irréprochables. Ensuite, bien sûr, avec votre programme, vous embarquez Chromium. Chromium, 20 millions de litres de code. Donc, n'espérez pas faire une application qui fasse moins de 40 mégas, quelle que soit l'application que vous créez. D'un point de vue sécurité, puisque vous shippez du JS depuis une source non trusted, donc vous shippez des lignes de code d'exécution depuis une source pas forcément connue, eh bien, ça peut poser des failles de sécurité. Et enfin, l'uniformisation du design client, qui pour certains est un malaise parce que si les clients ont des designs différents, c'est parce que vos utilisateurs ont des habitudes et vous leur changez leurs habitudes et c'est pas bon. Ok, c'est une plainte, je l'ai relevée, j'ai voulu être honnête dans mon talk, même si je suis pro Electron, mais voilà. Alors, maintenant qu'on a vu comment Electron marchait, vous allez me dire, mais quand est-ce que je dois utiliser Electron? J'ai commencé à faire ce talk, j'ai commencé à écrire un petit graphique comme ça en disant je vais créer des belles questions avec des réponses simples par oui et par non qui va vous donner deux chemins, qui va mener à une autre question et qui va vous donner votre réponse en 2 minutes, un petit graphe. Super! Au bout de 5 minutes, j'ai abandonné parce que je me suis dit non, ça marche pas, c'est trop compliqué, je n'y arriverai pas. Alors, par contre, je peux vous raconter pourquoi WeAssure a choisi Electron. WeAssure, j'y suis arrivé il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, quand je suis arrivé chez WeAssure, on avait un site qui était parfaitement fonctionnel sous Chrome, mais qui n'était pas forcément très bon sous d'autres browsers. Des clients qui utilisaient toutes les plateformes. Donc on avait des clients sous Linux, sous Windows principalement, mais aussi sur Mac. Des ressources limitées, on n'avait que 3 développeurs et peu d'argent, puisqu'une start-up. Le matériel de nos clients était plutôt haut de gamme. On parlait à des courtiers en assurance, des gens plutôt aisés, qui avaient plutôt des bons ordinateurs. On avait un produit qui, lui, une web app qui devait évoluer très vite. Donc on comprend bien que shipper du code rapidement pour que j'ai toujours la mise à jour sans que le client le voie, ça m'arrangeait. Les navigateurs des clients étaient bridés, limités par les compagnies, puisque nos clients qui travaillaient souvent avec des compagnies se voyaient obligés d'utiliser des anciens browsers comme Internet Explorer 6.
Un time to market qui était urgent, c'est-à-dire que nos clients, quand ils nous demandaient une feature, ils ne la voulaient pas pour demain, mais pour hier. Et enfin, on avait besoin d'accéder aux features natives du desktop, puisqu'ils voulaient des notifications, quel que soit l'état de leur browser, quel que soit l'état de leur machine, un petit rappel, des petits accès à des fichiers sur leur browser. Ok. On comprend bien qu'avec toutes ces contraintes, d'un coup, les avantages d'Electron paraissent assez soudains. Et résultat des courses, le week-end, je m'y suis mis. 4 heures après, ben, on avait une application Electron qui marchait. Nos clients étaient contents. Et en sont toujours contents. Alors, pour choisir Electron, en fait, le plus simple, c'est tout simplement de regarder la liste des pros et des cons que je vous ai faite et de vous dire la chose suivante. Alors, c'est vrai que les performances UI du web ne sont pas les performances UI du natif. Mais quand même, on fait des choses franchement formidables avec. Et à moins que vous soyez Google ou Facebook, bah, vous n'avez pas besoin de lécher les choses plus que ce que vous pouvez les lécher avec du web. En sécurité, ben, ça dépend de vos développeurs. Si vos développeurs sont des brutes, ouais, vous allez avoir des failles de sécurité. Maintenant, on va le voir plus tard, il y a des petites astuces pour sécuriser la chose, pas de problème. Par contre, j'enlève aussi l'uniformisation de l'interface client, mais ça c'est personnel, je pense que c'est un bien. Et puis surtout, Electron vous permet de distinguer quelle que soit la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Donc si vous avez envie de remettre de la personnalisation, de perdre du temps à créer une interface personnalisée pour chaque client, bon, bah, pas de souci, vous le faites. Vous aurez toujours quand même gagné du temps sur 90% de votre application. Par contre, la maîtrise du cycle de développement, elle, généralement, elle est un petit peu abîmée lorsque vous voulez sécuriser votre app à tout prix. C'est-à-dire que vous shippez une app, alors même s'il y a des applicatifs avec Next, par exemple, qui va vous permettre d'updater l'app en background, c'est quand même toujours plus lent que la mise à jour avec un site web. Donc résultat des courses, en fait, on se retrouve avec 3 points positifs et 2 points négatifs. Et si je regarde les 2 points négatifs, c'est performance optimale et embarqué Chromium. Embarqué Chromium, comme je l'ai dit, c'est 40 mégas. Une app qui pèse 40 mégas, c'est pas non plus la mer à boire. Et performance opticale, ça veut dire que grosso modo, votre application va au moins prendre 1 giga de RAM. Alors oui, ça peut être embêtant si vous travaillez avec des Raspberry Pi. Maintenant, si vous travaillez avec un ordinateur moderne, normalement, ça devrait passer. Donc maintenant, c'est à vous de choisir en fonction de vos caractéristiques, des caractéristiques de votre entreprise. Mais à moins que vous soyez Facebook ou Google, une fois de plus, partez sur Electron, ça ira plus vite. Ok, alors la dernière partie, c'est comment utiliser Electron et comment pas se tromper et tomber dans le panneau ou dans lequel tout le monde tombe. Eh bien, lorsque vous lisez la doc d'Electron, ça se passe comme ça. Electron recommande une chose. Créer un processus principal qui connaît donc déjà les fichiers JavaScript, HTML et CSS à envoyer au processus de rendu, qui va exécuter donc ces fichiers-là, et à partir de ces fichiers-là, va pouvoir consulter une base de données que vous aurez mis sur Internet, et donc afficher des choses à votre client. Vous maîtrisez tout l'applicatif, vous ne maîtrisez juste pas les données que vous faites de façon remote. Très bien, c'est le principe des ordinateurs, c'est le principe vieux comme le monde de l'Unix par rapport à Windows. Vous ne changez pas l'applicatif à la volée, vous n'avez pas de risque de sécurité. Très bien. Maintenant, si on reprend les points donc pro et contre toujours d'Electron dans cette manière de faire, eh bien on voit qu'on a perdu les problèmes de sécurité. Par contre, on a aussi perdu la maîtrise du cycle de développement. Vous ne shippez plus à la volée du JS. Donc, vous shippez comme une app normale, vous envoyez une update de temps à autre et vous dites à votre client télécharge là et réinstalle là. Ok, c'est cool, mais dans ce cas-là, ça perd quand même pas mal d'intérêt. Alors là, la plupart des développeurs vont dire c'est pas dur, j'ai qu'à dire à mon processus de rendu de updater son JS sur un serveur que je vais lui communiquer. Ok, c'est plutôt une bonne idée. Vous mettez votre serveur, vous dites dernière faille de sécurité. Je vais éviter toute faille de sécurité en sécurisant la connexion à mon serveur avec du HTTPS, donc sous SSL. Très bien, j'injecte du serveur.
Maintenant, le problème avec cette technique, c'est que je vous rappelle qu'il y a 6 mois, il y a une énorme faille de sécurité dans le monde NPM. Un hacker a réussi à prendre les tokens du compte master du repo package NPM qui s'appelle ESLint-Scope. Ce petit repo, il est utilisé par 90% des développeurs JavaScript de la planète. Et quand je dis 90%, je ne connais pas le chiffre exact, mais je pense que je suis en dessous de ce que c'est. Sauf que dans ce petit repo, maintenant qu'il a pris les autorisations, il a shippé des lignes de code qui faisaient que chaque fois que quelqu'un fetchait ce repo, le repo commençait par voler tous les secrets NPM de l'utilisateur et l'envoyer sur son compte à lui. Super. Imaginons que se passe la même chose avec un repo qu'utilise Electron. Que quelqu'un puisse fetcher donc du code dans votre processus de rendu qui a accès, non, cette fois, pas seulement à une web page privée de votre ordinateur, mais une web page qui a accès à la node API. Elle peut simplement regarder dans votre ordinateur partout où elle veut. Elle peut simplement écrire sur votre ordinateur partout où il veut. Il peut simplement voler toutes les données qu'il veut. C'est ce qu'on appelle un virus. Donc cette approche, elle est cool parce qu'elle vous permet de préserver tous les avantages d'Electron. Par contre, ça revient tout simplement à installer un virus sur votre ordinateur. Donc non. Et en fait, la bonne approche, et là j'y mets des guillemets, la bonne approche, c'est celle-ci. Electron s'est rendu rapidement compte de ce problème-là. Et en fait, a permis à ses utilisateurs de créer, au moment où elle crée un processus de rendu, de créer ce qu'on appelle un processus de rendu isolé. Le processus de rendu alors n'a plus accès à l'API Node. Elle a simplement accès à une Node API restreinte qui, elle, est définie et créée par un preload script que vous avez chargé avec votre application. Donc c'est à votre développeur de faire en sorte que votre processus de rendu, il ait accès à toutes les features dont il a besoin, mais pas plus, mais pas moins. Et en fait, c'est la sécurisation de cet échange entre le preload script et le processus de rendu qui va tout simplement permettre à votre application d'être sécurisée, de marcher comme ce qu'on a vu précédemment. Et donc avec cette approche, ce qu'on obtient, on garde tous les avantages d'avant et on réduit la plupart des bugs de sécurité. Très bien. On a gagné. Et mon talk s'arrête ici. Vous avez des questions, peut-être? Pourquoi ils font pas en sorte qu'on parle directement préload script directement en fait, et qu'on bloquait on va dire la communication entre ton UI et ton Node.js. Là, dans la permis que ça va montrer. Parce qu'en fait, tout simplement, ce qu'ils veulent, c'est ce que Electron augmente. En fait, c'est comme ça en fait. Oui, mais Electron recommande de faire comme ça. Oui, on recommande. Voilà, ce qu'il recommande, c'est de pas du tout fetcher ton applicatif, en fait, les lignes de code ailleurs, de les maîtriser, de les shipper au même moment que ton application. Ce qui est juste, en fait, comme approche quelque part, puisque c'est sécuritaire. Mais maintenant, ils ont vu que la plupart des développeurs avaient cette approche-là, qui était quand même très très risquée. Donc en fait, ils leur ont permis d'arriver à cette approche. Mais effectivement, c'est pas une bonne approche, enfin, si, ça permet beaucoup de choses, mais c'est pas l'approche la plus sécuritaire, disons. Quand je suis utilisateur d'une application avec Electron, est-ce que j'ai une possibilité de voir si le développeur de cette application utilise cette pattern, donc s'il peut télécharger de mise à jour par Internet, ou est-ce que j'ai aucune visibilité de ça? Directement, ça va être difficile. Maintenant, il faut voir ce que l'application Electron t'a donné. Il y a des applicatifs Electron qui permettent d'accéder à leur console, donc à la console de Chromium. Donc dans la console de Chromium, tu peux voir si tu peux tout simplement require les Node API. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, si ça ne marche pas, non, ça va être compliqué.
compliqué, à moins d'essayer de mettre un crossfit. Parce que je demande ça, si tu as ton téléphone Android, tu as pour chaque fonctionnalité, tu dois accepter que ton téléphone, l'application a accès sur tes comptes, sur tes contacts, sur tes calendriers, Internet et machin. Donc je ne comprends pas pourquoi sur l'ordinateur c'est quasiment open bar. Alors, sur l'ordinateur, c'est pas pareil, mais en fait, disons que la pratique que j'ai montrée, elle s'est fait. Aujourd'hui, elle est complètement jetée par le Mac App Store. Voilà. Donc, si c'est sur Mac, je suis quasiment sûr que ça passe pas. Maintenant, si c'est une vieille application Electron qui passait depuis longtemps, les reviews Apple, c'est toujours la même chose. Hein. Au bout d'un moment, les téléphons passaient un peu facilement, donc ce pattern, malheureusement, il peut encore exister. Sur Windows, c'est pas pareil. Sur Windows, pour signer une app, en fait, c'est à la popularité de ton app. Il y a un moyen de faire oui, tu peux signer ton app de façon faible, et si ton app est installée, je crois, sur 20, je ne veux pas m'avancer sur le nom, hein, mais je crois que c'est 20 000 postes, je ne veux pas dire de bêtises. Et à partir de là, l'app, elle est considérée comme sérieuse, et donc signée. Voilà.